Au moment de repartir, lorsque je donnais mes premiers coups de paillet, je l'ai vu, une grosse masse sombre que j'avais d'abord pris pour un gros tronc d'arbre sur la berge, jusqu'à ce qu'il se dresse sur ses pattes. Là, j'ai compris que c'était pas un tronc d'arbre. Et il a passé un moment debout à me regarder, et je me sentais pas menacé puisque j'étais quand même sur le fleuve. En quelques coups de pagaie, je pouvais me barrer si jamais il décidait de charger. Mais c'était assez magnifique de le voir dressé sur ses pattes. Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Le Grand Nord canadien et l'Alaska. Des territoires loin de tout où la nature sauvage impose ses conditions aux voyageurs qui osent s'y aventurer. Dans cette immensité sauvage se trouve le fleuve Yukon. C'est le plus long fleuve du Canada, avec ses 3185 km de long depuis sa source dans le territoire du même nom, jusqu'à son embouchure dans la mer de Bering, entre les États-Unis et la Russie. Quentin Kiefer, graphiste de profession et aventurier par passion, l'a descendu dans sa quasi-intégralité pendant 60 jours. Dans cet épisode, il nous fait le récit de cette expédition d'envergure. On y parle de villages perdus dans l'immensité du Nord, d'un fleuve difficile à naviguer au point que les cartes deviennent inutiles, et d'ours noirs qui décidément sont bien curieux. Excellente écoute à vous. Bienvenue Quentin sur Les Frappés, ravi de te recevoir au micro du podcast. Mais de même, je suis très content également de te rencontrer et de discuter avec toi aujourd'hui. Yes, ça va être super. On va parler d'aventure, d'aventure au pluriel, mais surtout d'une aventure en particulier qui je pense va être super intéressante à découvrir. Une aventure que tu as réalisée en 2023. C'est ça, été 2023. Été 2023, ok. Écoute, hâte que tu nous parles de tout ça. Ce que je te propose, Quentin, c'est peut-être qu'on commence par un tableau un peu général, qui tu es, ce que tu fais dans la vie et quelle place a pris peu à peu le monde, on va dire, l'univers de l'aventure dans ton quotidien. Bien sûr. Et du coup, moi, je m'appelle Quentin Kiefer, je suis aventurier. Alors, je trouve ça classe de se présenter ainsi, mais je suis avant tout quelqu'un de très ordinaire. L'aventure, pour moi, c'est toute ma passion, c'est ce qui me fait vivre. Alors, c'est ce qui me fait vivre dans ma tête, c'est ce qui me motive un peu chaque jour, mais c'est pas ce qui me fait vivre financièrement. À côté de ça, je travaille, j'ai un emploi. Donc, de métier, je suis graphiste, c'est dans ça que j'ai fait mes études. Et en plus de ça, je fais des petits boulots en intérim entre deux voyages, parce que c'est ce qui est le plus pratique pour moi. Toutefois, c'est pas encore l'aventure qui me fait vivre, mais un jour peut-être. Et par contre, c'est ce qui m'a toujours passionné depuis que je suis enfant, depuis que je suis tout petit. Des gamins, j'ai été bercé par toutes sortes de livres, les livres de Mike Horn, etc., par toutes sortes de films qui m'ont motivé à un jour vivre des expéditions, des expériences aussi incroyables. Et ça a commencé, assez rapidement après ma majorité, où j'ai commencé à me lancer dans des voyages un peu en solitaire ou avec des inconnus. C'était une façon de voyager qui me plaisait bien à cette époque-là, de faire passer des annonces sur Instagram, de trouver des parfaits inconnus et de les emmener avec moi dans mes projets. Ça s'est d'abord beaucoup tourné autour des pays scandinaves. Le Grand Nord m'a assez rapidement fasciné après un premier voyage en Norvège. Et donc les expériences se sont multipliées, les projets sont devenus de plus en plus engagés, on va dire. Et jusqu'à en arriver à aujourd'hui à réaliser de véritables expéditions sur des longues durées. Excellent. Et donc quand tu n'es pas en expédition, tu es dans quel coin de la France ? Ça dépend. c'est assez variable. Actuellement, je suis en Ardèche, mais disons que ça change tous les quelques mois. J'ai un peu la bougeotte. Ok. Ok.
Quand tu m'as contacté, tu m'as parlé d'une expédition en particulier, donc celle que tu as fait en 2023. Est-ce que tu peux nous la présenter dans les grandes lignes? Oui. Alors cette expédition, c'était l'expédition Arcturus. Peut-être qu'on reviendra un peu plus tard sur son nom. C'est une expédition qui a eu lieu en Alaska et au Canada, sur le fleuve Yukon. Le fleuve Yukon, c'est l'un des plus grands fleuves d'Amérique. C'est un fleuve qui fait un peu plus de 3000 km, un 3187, quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne, et qui prend sa source au Canada, proche de Whitehorse, donc tout au nord, au nord-est, au nord-ouest pardon du Canada, et qui traverse tout l'Alaska jusqu'à se jeter dans la mer de Bering, dans l'océan, tout à l'ouest de l'Alaska. Et donc le projet, c'était de partir du Canada, pas tout à fait depuis la source, mais pratiquement à une centaine de kilomètres de la source, là où c'est déjà pas mal navigable, et de descendre la totalité du fleuve jusqu'à l'océan en packraft. Donc un packraft, c'est un petit kayak gonflable, taillé spécialement pour ce genre de projet. Excellent. Donc à peu près du coup 3000 C'est km. ça. Si ça fait 3100, un tout petit peu moins de 3000, C'est c'est ça? Donc Au en total pour le projet? réalité, Ok. si j'ai bien compté, j'en ai fait 3000 ou enfin dans ces eaux-là, quoi. Ok. Ok. Donc en packraft, d'accord. Alors pourquoi donc s'il y en a qui connaissent pas le packraft, tu me dis si je dis n'importe quoi, Mhm. Quentin, mais le packraft, le principe c'est que c'est une sorte de kayak qu'on peut gonfler en fait. C'est un truc qui se gonfle, ce qui permet, je suppose que c'est pour ça que tu as fait ce choix-là, mais tu vas me le dire, ça permet d'éviter les portages un peu compliqués. C'est-à-dire C'est que tu ça. peux limite le transformer, t'as un sac qui te permet de l'avoir sur le dos, enfin c'est un peu plus transportable C'est ça. qu'un kayak en dur Alors classique. ça a énormément d'avantages en fait. À la base, quand le projet a commencé à être réfléchi, j'avais envie d'utiliser un canoë, un gros canoë canadien en dur comme on l'imagine tous. Sauf que non seulement c'était difficile à trouver, enfin je pouvais seulement le trouver sur place, évidemment je pouvais pas l'emmener dans l'avion. Donc déjà c'était un peu compliqué, c'était très coûteux, très peu maniable, enfin c'était assez galère, beaucoup de complications. Et au final donc j'ai choisi le Packraft. J'ai été accompagné par une petite marque, enfin une petite marque, non, par une entreprise française, Mekong Packraft, qui m'a prêté un prototype pour ce projet-là. Ah yes. Et le Packraft était finalement le plus adapté parce que non seulement il est très compact plié, il pèse que 4 kilos, donc c'est super pratique pour le Ah transporter bon? dans un sac à dos et pouvoir l'emmener en avion. Donc c'était idéal, je pouvais l'emmener depuis la France, j'étais assuré d'avoir mon embarcation, pas d'aléas de ce Il fait que côté-là. 4 Ah oui, c'est kilos impressionnant, hein. plié? Ah ouais? Et pour Ok. Je m'attendais à un truc genre comme les paddles gonflables, tu vois, le machin fait 18 kilos, 20 ah ouais, kilos. non, non, plié, je pouvais le porter dans ma main, il était plus compact que mon sac de Incroyable. couchage, quoi. Donc super pratique. Ok. Et en plus de ça, eh ben super maniable, super confort sur l'eau. Pour passer les rapides et tout, même s'il y en a pas énormément sur le Yukon, bah c'était ce qu'il y a de mieux. Pour pouvoir accoster, sécuriser son embarcation et tout, enfin il n'y a pas de portage compliqué. Et en plus de ça, enfin je pouvais quand même mettre beaucoup de charge dessus et même ranger du matériel ou des vivres à l'intérieur des boudins, donc à l'intérieur du packraft. Donc c'était juste idéal. J'ai aucun Ok. regret sur Et ce le choix. risque de... J'ai Comment? aucun regret sur ce choix d'embarcation, c'était parfait. Ouais. Et le risque de crevaison, c'est possible ça quand même ou Alors c'est pas vraiment? possible, ils sont quand même vraiment costauds, donc globalement frotter contre des cailloux et tout, il n'y a pas de problème, à moins qu'il y ait une pierre particulièrement tranchante, mais en principe dans le lit d'une rivière, il y a globalement du galet où l'eau a été, la roche a été un petit peu polie, donc il n'y a pas de gros risque. Faut un peu faire attention aux branches, malgré tout, tu vois, sur 3000 km, Ouais. où il a quand même été bien malmené, bah j'ai jamais eu de problème de crevaison. Ok. Donc ils sont vraiment costauds. Et quand tu dis, on rentre tout de suite dans les détails, hein, mais quand tu dis le packraft t'a permis de transporter du poids, t'avais combien avec toi? Alors, si mes souvenirs sont bons, je devais avoir environ 80 kilos. Ah ouais, quand même. Euh, Sachant que toi, tu pèses combien? Moi, je pèse 65. Ah ouais, donc il y avait quand même du poids Ouais, tout à fait. sur le Tout à packraft, fait. ouais. Ok, ok. Ok. Alors, avant qu'on continue dans le détail de cette expédition, Arcturos, C'est hein, c'est ça. ça, t'as dit?
Ok. Et donc, tiens, on va commencer par ça. Le nom, ça vient d'où? Du coup, pour expliquer un petit peu le nom, faut peut-être que je revienne un chouïa sur le contexte de la réflexion Ouais. de cette expédition. Comme je l'ai dit au début du podcast, j'ai commencé par explorer les pays scandinaves, et c'est lors de l'une de mes premières aventures en Laponie suédoise où j'ai traversé le parc du Sarek à pied, où je m'attendais à rencontrer des ours. C'était une éventualité, même si j'y étais pas là pour ça. Et ça n'a pas eu lieu. Je n'ai pas croisé d'ours, ce qui m'a laissé un petit goût amer. J'ai un petit peu regretté de ne pas avoir rencontré ces grands prédateurs. Et donc l'année suivante, je suis parti à nouveau en Laponie pour essayer cette fois vraiment de les rencontrer, de voir des ours, de voir des loups, de voir des gloutons. C'était vraiment avec cet objectif-là. C'est un objectif qui a été mis à bien, puisque j'ai fait ma première rencontre avec un ours de bien trop près, mais c'est une autre histoire. Et à la suite de ça, j'ai eu envie d'en voir plus, en fait, d'aller les voir dans d'autres habitats, d'aller retourner encore dans le Grand Nord, mais cette fois de plonger encore plus dans cette nature sauvage, de voir davantage d'animaux. Et pour ça, l'Alaska, l'endroit parfait, quoi. Et c'était une terre, en plus de ça, qui me faisait rêver depuis que je suis gamin. Donc l'Alaska, ça m'est paru évident, j'avais envie d'y aller. Et donc pourquoi le nom d'Arcturus? Eh bien parce que c'est le nom d'une étoile, c'est l'étoile la plus brillante de l'hémisphère nord, donc une sorte de guide pour les explorateurs. Et puis ça signifie gardien des ours. Et je trouvais la Ok. symbolique un petit peu sympa. Excellent. Excellent. Et donc, donc l'expédition, tu disais White Horse, donc extrême nord-ouest du Canada, dans les territoires du nord du Canada, jusqu'à un petit village. Alors j'ai Jusqu'à dézoomé, du coup Nunami, j'ai quoi. plus le nom. C'est Nunami ça. quoi? Ok. Alors l'objectif à la base c'était de rejoindre Emonac, ça devait être la fin. Emonac. C'est un peu Ouais. le plus grand village qu'il y a sur la côte de la mer de Bering, sur la fin du Yukon, qui est à une trentaine de kilomètres de l'océan. Sauf que l'expédition, c'est prolongé plus loin que ce que je prévoyais. Ok. Eh ben écoute, tu vas nous raconter tout ça. Donc initialement, alors déjà, est-ce que tu es parti solo et combien de temps tu avais prévu pour cette expédition? J'ai du mal à me rendre compte, 3000 km sur l'eau, sur une rivière, enfin sur un fleuve, ce que ça représente. Ouais, alors c'est sûr que c'est difficile à estimer combien de temps l'expédition va durer, hein. C'est toujours une grosse problématique pour prévoir les vivres, etc. À la base, j'estimais à 3 mois d'expédition. Donc Ah, les quand même. 3 mois, alors ils étaient un peu grossis pour avoir une marge de sécurité. En réalité, je m'attendais plus à 2 mois et demi, à frôler les 3 mois tout de même. Et ça aura finalement duré 2 mois. Donc pile Ok, poil 60 jours. Et cette ok, expédition, à la base, elle a été réfléchie à deux. C'est un projet qu'on devait faire avec un ami à ce moment-là. Et donc on est parti à deux au Canada, pas tout à fait à deux puisqu'il y a une équipe de tournage de France 2 qui nous a accompagnés sur la première semaine. Donc au départ on était 4 plus un local, donc 5 sur la rivière pendant une semaine. Au bout d'une semaine, l'équipe de France 2 est partie, on s'est retrouvé donc plus qu'à deux pour la suite. Et par la suite de l'expédition, je me suis ensuite retrouvé tout seul. Mon compagnon de pagayage, on va dire, a arrêté l'expédition à un moment donné et j'ai continué tout seul. ok. Et donc c'était chacun son C'est packraft ça, oui, on initialement. avait chacun un packraft, heureusement. Ok, ok. Ok. Donc quand tu arrives, je serais curieux de savoir quand tu arrives à Whitehorse, tu vois dans quel état d'esprit t'es, est-ce que ça représente d'un point de vue logistique, est-ce que vous débarquez, quand on peut voir dans certains reportages d'un petit avion qui se pose au milieu de nulle part avec 200 kilos de matériel et il redécolle et vous êtes tout seul presque au milieu des ours. Ça ressemblait à quoi d'un point de vue logistique et émotion, l'arrivée à Whitehorse? Alors, le départ était plus impressionnant que l'arrivée, hein, parce que Whitehorse, c'est quand même une ville. C'est pas une grande ville comme on peut avoir en France, hein, c'est pas Paris, mais ça reste une grande ville. Il y a du goudron, etc. L'aéroport est pas gigantesque, mais c'est un aéroport tout à fait décent. Donc on arrive comme une arrivée de voyage somme toute classique, sauf qu'on a beaucoup plus de bagages, on a beaucoup de sacs. Euh,
Et alors l'état d'esprit, c'est un peu particulier en fait. C'est un petit peu difficile à décrire parce que ça fait des mois et même ça fait en fait 1 an que cette expédition elle est en réflexion. Ça fait, je crois qu'il y a eu 6 mois de préparation vraiment à plein temps en fait pour réfléchir le projet, pour tout prévoir. Donc ça fait des mois et des mois que c'est dans la tête, que qu'on fantasme là-dessus, qu'on pense qu'à ça, qu'on en rêve la nuit, que enfin c'est un gros projet, c'est un rêve qui se réalise. Donc il y a à la fois un niveau d'excitation qui est à son comble, autant dans l'avion qu'à l'arrivée, mais aussi il y a une petite sensation un peu comme une petite déprime, une petite tristesse, parce que on sait que on part pour très longtemps, on sait pas tout à fait quand est-ce qu'on va revenir non plus, et du coup on dit au revoir à ses proches et on va pas les voir pendant très longtemps. Donc il y a une petite tristesse liée à ça, une petite déprime, mais à l'arrivée au Canada, à l'arrivée à Whitehorse, quand il y a les premiers paysages qui commencent à se dévoiler, tout de suite c'est une grosse excitation qui monte, c'est assez dingue. C'est quoi comme paysage du coup autour de Whitehorse? Whitehorse, donc c'est une ville, comme je l'ai dit, pas immense, et tout autour, bah, c'est des montagnes, dont à cette période de l'année, il y a encore pas mal de neige un peu sur les sommets. C'est tout des forêts d'épinettes, de sapins, de résineux, et c'est assez magnifique. Et la première fois où on voit le fleuve, déjà en approchant en avion, qui commence à se dévoiler, c'est assez fou de voir sur quoi on va pagayer. C'est un fleuve à ce stade-là pas encore très large, hein, bien moins large que le Rhône par exemple, à titre d'exemple, euh, mais qui est absolument magnifique, avec une eau bleu gris, un peu turquoise, qui serpente, qui fait des boucles un petit peu dans tous les sens. Ça fait envie, quoi. Et donc ce fleuve, quasiment jusqu'au bout, il est libre. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a pas t'as pas d'entrave type barrage, station hydroélectrique ou Aucune. autre. Il y a seulement un barrage, mais il se trouve avant Whitehorse. Donc c'est pour ça que D'accord. le choix de partir à Whitehorse et pas depuis la source s'est fait, parce que il y a des gros barrages quoi. Et la source, ou du moins le petit lac glaciaire où le fleuve commence, n'est accessible que par hydravion. Donc c'est pour ça qu'on est parti de Whitehorse. D'accord. Mais parce que du coup, comment t'as construit cet itinéraire? Est-ce que ça, le fait que tu vois tout était libre jusqu'à la mer de Bering, t'as des infos en ligne sur ça? Il y a des gens qui ont déjà fait cette descente du Yukon. Comment t'as eu accès à toutes ces infos et comment t'as préparé cet itinéraire en particulier? Alors pour tracer l'itinéraire, bah, c'est plus simple que sur d'autres expéditions, puisque bah, j'ai suivi le fleuve, hein, donc le chemin était déjà tracé par la nature, on va dire. Après, effectivement, sur les informations, il y en a pas énormément en ligne. Alors c'est quelque chose qui a déjà été fait par d'autres, hein, mais il n'y a pas eu beaucoup, ou du moins pas à ma connaissance, beaucoup de récits, de films, de livres ou quoi sur ce genre de périple. J'ai rien trouvé. La plupart de ceux qui se sont lancés dans ce projet ont renoncé avant la fin, ou ils sont sans doute arrivés mais n'ont donné aucune trace de ce qu'ils ont réalisé en fait. Par contre, il Mhm. y a eu plusieurs reportages ou plusieurs livres sur des documentaires à travers, enfin, qui se portent sur les saumons ou sur d'autres choses et qui ont eu lieu sur le Yukon. Et du coup, en croisant les informations avec différents livres, avec différentes choses, ça permettait de récolter un petit peu des informations. Mais c'est vrai que c'était beaucoup une aventure vers l'inconnu quand même. Hmm. Pour les premiers coups de pagaie, comment est-ce que ça se passe? Parce que tu avais déjà fait des aventures avant. J'imagine que les packraft, vous les aviez testés, mais peut-être pas avec tout le poids tu vois, de l'équipement pour initialement 90 jours d'expé. Et je suppose que enfin, voilà, le fleuve Yukon, c'est peut-être pas le même type de courant ou de challenge que le Rhône, par exemple, comme Ouais, tu tout à disais. fait. Donc, ça ressemble à quoi cette première phase, on va dire, d'acclimatation et combien de temps elle a duré? Je t'ai dit quelques jours, mais peut-être que ça a duré quelques semaines, je sais Ouais, pas trop. c'est un peu plus long que ça, je pense. Alors les packraft, effectivement, je les avais testés en France avant de partir quand même, à vide et avec un peu de poids, même si c'était pas tout le poids de l'expédition. Je les avais testés sur le Rhône notamment. Et effectivement, ça se compare pas du tout de la même manière sur le Rhône ou sur le Yukon. Enfin, les courants sont totalement différents. Le fleuve n'a absolument rien à voir. Et sur ça, j'avais trouvé très peu d'informations à l'avance et ça a été un petit peu la surprise. Et il a fallu avoir une bonne acclimatation dès le départ. Enfin, ça s'est pas fait depuis le départ. En fait, ça a pris
bien 2 semaines à commencer à s'acclimater, à comprendre un petit peu les courants. Et je pense même qu'il a fallu bien attendre 1 mois avant que je sois véritablement à l'aise avec le fleuve et que je commence à réellement bien le connaître. Ok. Sur les premiers jours et même sur la première semaine, c'était les épaules qui étaient en feu. C'était le corps, il souffrait à lutter contre les courants parce qu'on les comprenait pas et qu'on avait du mal on se battait contre le fleuve plutôt que d'avancer avec lui en fait. Il y avait beaucoup de courants qui étaient assez retors, des courants contraires, des bras de fleuve qui nous emportaient pas forcément où on voulait, beaucoup de siphons, les siphons qui représentaient un danger très important. Donc un siphon, c'est comme ce que tu as dans ta baignoire ou dans ton lavabo, mais beaucoup plus grand que ça. Et il y en a parfois des siphons si grands qui peuvent t'aspirer avec ton canoë. On a eu des récits sur le Waouh. fleuve de locaux qui sont morts ainsi, qui se sont fait absorber avec leur canoë. Donc pas mal de dangers liés au fleuve, pas mal de galères avec ces courants, à les comprendre, à les éviter ou à s'en servir. Ce qui fait qu'il y a eu besoin d'un moment d'acclimatation. Et puis, c'est un fleuve qui est totalement naturel. Il n'a pas été artificialisé comme les fleuves qu'on peut avoir en France, comme le Rhône, qui trace tout droit et dont les berges ont été modifiées. Là, c'est un fleuve qui fait des boucles, qui va dans tous les sens, avec de nombreux bras qui partent un peu de partout. Et le fleuve est tellement grand que quand on est dessus, alors depuis le ciel, ça paraît évident, mais quand on est dessus, c'est difficile de savoir qui est le bras principal, en fait. Et parfois, le courant, il nous Ah emmène pas oui. dans le bon bras, et c'est le risque de se retrouver dans un bras mort qui se termine sur un cul-de-sac, qui est bloqué par un barrage de castor ou ce genre de choses. Donc l'orientation est parfois un peu compliquée, et on est parfois obligé de lutter contre les courants, à pagayer comme des dératés pour se sortir d'un bras mort, pour essayer de remonter un petit peu le courant pour pouvoir prendre le bras principal, celui qui nous mène là où on veut. Et ça, tu navigues comment d'ailleurs? Vous aviez des cartes, des Alors, GPS? on croisait un petit peu les informations. On avait un GPS satellite, tout à fait. On avait des cartes achetées à Whitehorse, qui couvraient au moins les 2 premières semaines d'expédition. Et puis des cartes qu'on avait imprimées à l'avance, des vues satellites, etc., qui dataient de différentes années, histoire d'avoir pas mal d'informations différentes, parce que toutes les cartes sont différentes en fait. Le fleuve, comme je l'ai dit, il est naturel, donc il change en permanence. Il y a des boucles qui se créent, des îles qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, de nouveaux bras. Chaque année, le fleuve est différent, donc aucune carte n'est bonne. Ce qui fait que, en croisant les informations, on arrive à y voir un peu plus clair, mais c'est beaucoup d'improvisation aussi sur le moment. Ok. Et punaise, ouais, je suis en train de faire j'ai la carte satellite là sous les yeux. Enfin, vue satellite. Effectivement, il y a des méandres, enfin Mmh. des bras qui partent de tous les côtés. C'est compliqué. Franchement, même en zoomant, c'est compliqué de suivre le cours Ouais, sur principal. la première partie de l'expédition encore, le fleuve était pas mal encaissé dans des montagnes, ce qui fait que forcément ça recentre le fleuve. Mais par la Ouais. suite, sur la fin de l'expédition, ou même sur une zone qu'on appelle les flats, où les montagnes disparaissent, on se retrouve sur des régions très très plates. Alors à ce moment-là, oui, le fleuve, ça devient un labyrinthe. Il crée des méandres gigantesques qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres de large. Et là, ça devient très compliqué sur l'orientation. Ok. Vous aviez découpé du coup l'itinéraire en étapes un peu plus petites? Pas tout à fait, non. Alors, on se fixait pas, quand on pagayait, on se disait pas la prochaine étape ou l'objectif, c'est Monac, parce que ça paraissait trop lointain. Donc, dans nos têtes, on fixait généralement le village suivant, qui se trouvait en général à 5 jours. Donc, en général, on se fixait un peu des petites étapes de 1 semaine, 5 jours, et après on voyait l'étape suivante. Ça aidait un D'accord. petit peu pour le moral et pour voir qu'on avance. Ok. Question morale d'ailleurs, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Parce que vous étiez deux, alors peut-être, enfin peut-être que tu vas pouvoir nous dire exactement à quel moment tu t'es retrouvé tout seul, mais vous étiez deux, mais en même temps chacun sur son packraft. J'imagine que vous étiez pas tout le temps à portée de voix, à vous suivre exactement à quelques mètres l'un de l'autre, Mhm. donc il y a sûrement de longues périodes finalement solitaires. Mhm. Donc tout ça, comment est-ce que toi tu l'as géré moralement, on va dire? Ben, le moral, comme dans toute aventure, il y a des hauts et des bas, hein. Je pense que, alors je vais pas parler pour l'autre, mais pour ma part, le moral, je peux pas trop m'en plaindre. Ça a plutôt été bien. Euh, je-
concrètement, ma motivation et l'excitation du fait d'être là, des paysages, des rencontres animalières, etc., suffisaient à ce que mon moral se remonte à bloc en permanence, malgré les difficultés qui pouvait y avoir. Il y a eu quelques petites baisses de morale liées pas tant à la solitude. Je pense que ça, c'est un truc auquel je suis pas trop confronté. J'ai assez la chance. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc j'en souffre relativement peu, même si ça arrive parfois. Et dans ces moments-là où le sentiment de solitude, d'avoir pas grand monde à qui parler, le manque de la famille, etc., il était comblé par des lettres, par des enregistrements audio que les proches avaient laissés auparavant. Donc Excellent. des lettres que j'ai relues et relues et relues encore et encore jusqu'à les connaître par cœur. Mais dans des petits moments de baisse de morale, et ben ça faisait du bien de les avoir apportés pour les voir. Notamment une fois que je me suis retrouvé tout seul. Et après, il y a Ok. eu des baisses de morale liées à de la casse matérielle. Il y en a eu beaucoup. Enfin, dans toute aventure, il y a des casses matérielles à certains moments donnés qui, pour moi, ont été très lourdes. Hein. J'ai perdu beaucoup de choses dans cette aventure. Donc à chaque casse de matériel, ça fait mal au cœur, autant au niveau financier, hein, quand on perd un appareil photo ou quoi, ça fait toujours mal, mais aussi dans ce genre d'aventure, on a déjà très peu de confort. Donc, quand on perd le peu de confort qu'on a parce que notre matelas a été percé par un porc-épic, parce que notre siège de Packraft s'est envolé dans une tempête, parce que notre moustiquaire a été déchiré, parce que ce genre de choses, ça fait toujours un coup au moral. Et puis, j'en parlerai plus tard, mais je me suis pris une sacrée tempête sur la fin de l'expédition qui a été assez dur à encaisser moralement. T'évoquais le confort, c'était quoi vos conditions, tu vois, au niveau des campements, de la nourriture? Vous avez comment, enfin, quel niveau de confort est-ce que vous aviez? Mhm. Le niveau de confort, il s'est dégradé petit à petit de l'expédition. Alors au début, enfin, c'était tout confort, j'ai envie de dire ça comme ça, mais c'était quand même, enfin, on dormait en tente au milieu de la nature tout le temps. Hein. Le confort, il se résumait à du bivouac. On n'avait pas grand-chose. Nos packrafts nous permettaient de porter beaucoup, mais quand même avec une certaine limite. Hein. On pouvait pas se permettre d'emporter des chaises ou des tables, hein, bien évidemment. Mais sur le début de l'expédition, on avait quand même profusion de nourriture. On avait pu partir avec des vivres frais, avec de la viande, avec des légumes, avec des pâtes, ce genre de choses. Au bout d'une semaine, on a atteint le tout petit patelin de Karmark. Puis au bout de 2 semaines, Dawson City, ce qui nous a permis de nous réapprovisionner sur les premières semaines. Par contre, après ça, nulle part où se réapprovisionner. Donc plus de vivres frais. Donc niveau nourriture, ça commençait par la suite à devenir un peu plus compliqué, à devoir se rationner un petit peu plus, à manger uniquement du lyophilisé. Donc déjà le confort alimentaire, il se dégrade petit à petit au fil de l'expédition, mais aussi, comme je disais, avec la casse matérielle et tout, il se réduit petit à petit. À chaque fois, on perd un matelas, il y a un sac de couchage qui se déchire, ça devient de plus en plus spartiate au fur et à mesure que ça avance. Et puis le terrain évolue aussi. Dès le début de l'expédition, même s'il faisait froid au départ, la glace et la neige étaient seulement en train de fondre. Hein. On avait des températures de quelques degrés la journée, négatives durant la nuit, mais les berges étaient confortables, on va dire. Beaucoup de plages de sable, etc. Ce qui n'était plus le cas par la suite, où on se retrouvait davantage dans des marécages ou dans des berges très compliquées pour monter un campement. Ok. Question, j'en profite parce que comme j'ai la carte sous les yeux, Dawson City, qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là? D'un point de vue satellite, il y a des espèces de pâtés hyper bizarres à l'est de la ville, comme si des vers de terre géants avaient laissé des traces tu vois, derrière eux. C'est quoi? C'est une ville minière? Tu sais? Alors Dawson City, c'est une ville qui a beaucoup d'histoire. C'est une petite ville de chercheurs d'or. Ah Maintenant, voilà, c'est ok. globalement une ville fantôme. Hein. À son apogée, à l'époque de la ruée vers l'or, je crois que ça a abrité plus de 10 000 personnes. Je crois même que c'est bien plus que ça, alors que maintenant, il y en a même pas 1000. Donc la ville est bien abandonnée. Malgré tout, c'est toujours peuplé par des chercheurs d'or. Tous les gens qui sont là sont chercheurs d'or ou trappeurs. Et il y a une ambiance très particulière dans cette ville qui est pleine de vestiges de cette époque, assez passionnant à voir. C'est une toute petite ville où il n'y a pas de béton, pas de goudron. Les rues sont en terre battue, toutes les façades sont en bois dans un style très western. Hein. Les petites supérettes, c'est des petits trading centers avec des pots de bêtes, de lynx, de loups qui pendent du plafond,
des artefacts amérindiens en tout genre, des armes, des pièges, le mec qui t'accueille dans son magasin, il a les pieds avec ses bottes de cow-boy sur le comptoir, sa carabine à côté de lui, il est en train d'aiguiser son couteau, et il te demande ce que tu viens foutre là. Il y a une certaine ambiance. Tout le monde se balade dans la rue avec des armes et des pépites d'or autour du cou. Et puis le Ok. lieu où on se rassemble à Dawson City, c'est le saloon, exactement comme on peut imaginer un saloon dans notre imaginaire. Hein. Tout pareil, les petits portillons en bois à porte battante là, un joueur de piano dans un coin, des animaux empaillés sur les murs, tout ça quoi. Ok, en tout cas, je suis en train de regarder les noms des hôtels là. Eldorado Hotel, The Drunken Goat Taverna, la taverne de la chèvre sous. C'est assez drôle. Ok, ok, bah étonnant en tout cas. Sur la carte là, je suis quand même curieux. Je vois pas bien ce qui peut créer des espèces de monticules comme ça monstrueux qui font des kilomètres de long. Mais j'irai creuser si c'est un rapport avec l'or. Ok, et alors tu parlais d'ambiance. Les gens, quand ils vous voient débarquer de vos packraft, là, ça a été quoi les réactions? Alors ça dépend où, ça a beaucoup varié d'un village à l'autre. À Dawson City, ça a suscité quand même quelques intérêts. Alors la partie Whitehorse Dawson City, qui représente environ 2 semaines d'expédition, elle est quand même très fréquentée en canoë. C'est pas une Ok, partie vraiment. Alors c'est sauvage, c'est de la nature, il y a des animaux partout, etc. C'est pas artificialisé ou autre. Mais l'été du moins, pas la période où j'y étais, mais plus tard dans l'été, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans cette aventure de 2 semaines pour faire du canoë. C'est très fréquenté. Donc à Dawson City, on a l'habitude de voir des gens débarquer en canoë. En packraft, moins. C'est ce qui étonnait un peu plus les gens. Et surtout, quand on discute et qu'on raconte qu'on va jusqu'à l'océan, là par contre, les gens voient ça un peu différemment, ça suscite beaucoup d'intérêt et rapidement ça fait un peu tout le tour de la ville et tout le monde a envie de connaître un petit peu le projet, un petit peu l'histoire, de venir prendre des photos et tout, c'est un petit peu marrant. Et après par la suite dans les villages suivants, donc les villages suivants c'est uniquement des villages de Première Nation, hein, seulement d'autochtones. Et là c'est très différent parce que bah déjà des blancs ils en voient pas tant que ça, des gens qui descendent en canoë, c'est très rare. Le fleuve en entier, ça arrive jamais. Et en packraft, ils ont jamais vu ça. Donc, quand on arrive dans un village, enfin, on est l'attraction touristique du moment pour eux. Enfin, tout le monde a envie de venir nous voir, tout le monde a envie de vouloir nous rencontrer. On est un peu la star du moment. C'est un petit peu rigolo. excellent. Ok, donc Dawson City, là, vous avez moyen de vous ravitailler. Mhm. Et ensuite, l'autre grosse, je sais pas, j'ai des villes qui apparaissent quand je dézoome, donc je sais pas si plus elles restent affichées longtemps sur la carte quand je dézoome, plus ça veut dire qu'elles sont grosses, mais j'ai Fort Yukon qui ressort en gros. Est-ce que ça a été une grosse étape, ça, pour vous, notamment côté réapprovisionnement? Pas spécialement, non. Après Dawson City, il y a eu aucune ville en fait à proprement parler. C'était des tout petits villages qui ne sont reliés par aucune route, par rien du tout. Les plus gros d'entre eux ont une piste d'avion. Alors c'est une piste en Ouais, terre, hein, c'est assez sommaire, mais ça s'arrête à peu près là. C'est des villages généralement de 100, 200 habitants. Les plus grands faisaient peut-être 300 habitants, guère plus, hormis Emonac qui est un peu plus grand. Et la plupart n'ont pas de supérette ni rien. En fait, il n'y a pas de magasin, il n'y a rien du tout. Hein. Les gens ils vivent d'autosuffisance. Donc Fort Yukon, oui, c'était une étape un petit peu importante. Ça a été l'un des plus grands villages rencontrés par la suite et dans lequel il y avait une supérette. Donc bon, dans la supérette, il n'y a pas grand-chose à acheter. Hein. C'est pas un supermarché comme on peut les connaître. Tout est extrêmement cher et à part 2-3 barres de céréales et 2 paquets de chips, on n'y trouve pas grand-chose. Donc il n'y a pas ok. grand-chose pour se rapprovisionner, si ce n'est quelques snacks pour se remonter le moral. Faut pas compter là-dessus pour pouvoir manger. Du coup, vous avez dû pêcher ou chasser? Alors chasser, non. Globalement, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Alors j'ai appris à chasser, j'ai appris à poser des pièges, mais c'est quelque chose que je ne fais qu'en ultime recours, parce que si je me plonge dans la nature, c'est avant tout pour l'observer, pour vivre avec elle, pas pour la tuer. Et si je me plonge dans des conditions comme ça, c'est volontairement. La faune qui est autour n'y est pour rien, j'ai pas envie de l'impacter. Pêcher, ça a été un petit peu compliqué. Assez rapidement sur le fleuve, je me suis essayé à la pêche et ça a été un cuisant échec en fait. Parce que même si j'ai appris en France à pêcher,
le fleuve n'avait rien à voir avec les fleuves qu'on connaît en France. Déjà, les courants sont très très forts, se comportent différemment, et en plus de ça, l'eau n'est pas claire du tout, même si elle est propre et exempte de pollution, ou du moins qu'il y a très peu de polluants. Bah, il y a énormément de limons, énormément de sédiments qui sont retournés dans tous les sens, ce qui fait que l'eau est totalement trouble. Quand on plonge sa main dedans, elle disparaît immédiatement, on la voit pas, ce qui fait que les poissons ne voient pas nos leurres en fait. Donc pêcher, c'est assez compliqué. Et pendant très longtemps, pas moyen d'attraper le moindre poisson parce que je n'avais pas les bonnes techniques. Et c'est par la suite un local dans un village, un membre de la tribu Olikachuk, dont je suis resté ami avec, qui m'a appris à pêcher avec les bons leurres, avec les bonnes techniques, à chercher les bons endroits, et qui m'a permis de pêcher les premiers saumons. Mais au début, non, je pouvais pas compter sur la pêche, ça ne fonctionnait pas. Ok. Ça a été quoi donc là, on est à Fort Yukon. C'est à peu près la moitié en fait, non? En distance, j'ai l'impression? Non, Quasiment? la moitié était plus loin. Mais Fort Ok. Yukon, en revanche, c'était l'endroit le plus au nord de l'expédition. Le Ah oui, fleuve, il ouais. monte Ok. vers le nord-ouest jusqu'à Fort Yukon et ensuite il redescend vers le sud-ouest. Donc ça a été Ok. l'endroit le plus au nord qu'on ait atteint dans cette expé. Ok. Et tu parlais des flats un peu plus tôt, l'endroit où il y avait plus de montagnes et où le fleuve avait des bras un peu partout. J'ai l'impression que là, c'était le cas, non? Après Fort Yukon, Ouais, c'est ça. il y a des îles partout, partout, C'est partout. exactement là. C'est cette zone-là. Le terrain, ça Oh, devient punaise. des immenses marécages. En fait, l'eau s'étend dans cette Ouais. zone plate, elle envahit tout. Et le fleuve ici, il est très particulier. Il change énormément. Vraiment, il y a zéro carte fiable. Autant à d'autres endroits, on peut regarder un peu les cartes. Autant ici, ça sert à rien. Les cartes, on les range dans des sacs, elles servent plus. Il faut Ouais. essayer de trouver le courant principal, ce qui est pas évident parce qu'il y a quasiment plus aucun courant. Sur la partie avant, là, entre Whitehead et Dawson City, le courant est très fort. On faisait environ 90 km par jour. Là, on n'en faisait plus que quelques dizaines, 17, 20 km par jour, guère plus. Ah Parce qu'il y ouais. avait plus aucun courant. Il y a des moments où on arrêtait de pagayer pour essayer de voir où allait le courant, et en fait, on n'avançait pas. C'était totalement plat, comme sur un lac. Alors on essaie Ok. de voir, de mettre une feuille dans l'eau, voir vers où elle se dirige, pour essayer de trouver où est le courant principal, quel est le bras principal. Mais quand tout est plat, qu'on n'a aucune visibilité, qu'on voit juste des chemins, des rivières en fait qui partent dans tous les sens, et puis plein d'arbres, bah difficile de voir où il faut aller. Des fois, on est même plus sûr de est-ce qu'on Ouais. remonte le fleuve, est-ce qu'on le descend, par où il faut aller. Et quand il y a très peu de courant dans ces endroits-là, ben c'est un peu le royaume des castors qui font des barrages un peu dans tous les sens, qui bloquent un peu tous les chemins. En plus de ça, il faut savoir que la débâcle, elle a eu lieu il y a pas très longtemps. Donc la débâcle, c'est quand le fleuve est complètement gelé et que la neige, la glace dans les montagnes commence à fondre, le débit du fleuve augmente, il y a beaucoup plus d'eau, et d'un coup, ça augmente la pression du fleuve, toute la glace se brise d'un seul coup, tout éclate, et ça fait des blocs de glace gigantesques qui sont charriés à une puissance phénoménale et qui rasent tout sur leur passage. Ce qui fait que au bord du fleuve, tout est massacré, tout est chamboulé, les arbres sont retournés, tout est détruit, il y a des blocs de glace un peu partout, tout a été ravagé. Donc c'est un énorme chaos dans lequel il est très difficile de trouver son chemin en fait. Et dans ces flats, on y reste piégé assez longtemps entre le fait qu'on n'a pas de repères vraiment visuels, pas trop de paysages à regarder, pas de montagnes à se donner comme objectif, très peu de courant, c'est un peu démoralisant. On a l'impression de pas avancer. Mhm. Ouais, des endroits, on voit que le fleuve, il y a certains bras là, si tu t'engages dedans, si je le suis avec mon curseur, en fait, le truc, il te fait revenir en arrière Ouais, c'est quasiment. ça. Il y a Ce genre des de choses coudes arrive de souvent, et partout, si on prend c'est... le mauvais bras, on se retrouve avec des détours colossaux. Ouais. Euh, Là, j'imagine que humainement, c'est le désert total absolu, personne vit Non, en là. effet, personne. Il y avait un petit village au début des Flats, Circle, si je me souviens bien le nom. On se reposait un peu sur ce village pour se rapprovisionner, etc. Et au final, quand on est arrivé, bah, il y avait plus de village. Il avait été emporté par la débâcle, complètement rasé par les blocs de glace. Donc Ah ouais. malheureusement, pas possible de se rapprovisionner là. Et effectivement, humainement, on n'a plus fait de rencontres avant un bon moment après ça. Là, comment tu te sens quand... Parce que tu vois, je pense que
de se retrouver dans des environnements comme ça, c'est à la fois un luxe parce que ça devient tellement rare tu vois, de te retrouver dans un endroit où la main de l'homme est vraiment pas visible. Et en même temps, bah là, en termes d'engagement, c'est un peu total parce que je vois même pas où est-ce qu'un avion de brousse pourrait atterrir dans ce bazar des flats. Là, tu vois, sur la carte, c'est juste hallucinant. Donc, comment tu te sens, comment vous êtes senti quand vous êtes retrouvé sur cette section à la fois difficile où vous avanciez très peu et où vous saviez que bah il y avait à peu près que vous quoi. Mhm. Bah, en fait, moi, je trouve ça assez excitant de savoir que t'es seul. Alors après, cette impression de se retrouver seul dans la nature, elle arrivait très rapidement, hein, parce que même dans les endroits où il y a un peu des villages, en fait, les villages sont très petits. Et puis, avant d'arriver au centre du village, bah, on est plongé dans la nature. Enfin, on s'écarte de quelques pas de la cabane la plus proche et immédiatement, on est plongé dans une forêt profonde où on croise un élan, on croise un ours juste là. Le y a pas de campagne, hein, c'est la nature est très sauvage. Donc dès l'instant où on sort de Whitehorse, en fait, on a déjà ce sentiment-là. Il arrive pas seulement dans les flats. Et moi, je trouve ça grisant en fait d'être tout seul, de savoir que tout ce que tu vois autour de toi, eh ben, il y a quasiment personne qui l'a déjà vu aussi en fait. Il y a déjà des gens qui sont passés par là, oui, mais c'est très rare. T'as une chance monumentale de pouvoir voir, de pouvoir contempler tout ce qu'il y a autour et de vivre tout ça. Et moi, je trouve ça super excitant en fait. Et de savoir également que t'es le seul maître de ton destin, il y a que toi, que tes efforts qui peuvent te permettre d'avancer, qui peuvent te permettre de sortir d'un mauvais pas, etc. Moi, ça me motive. Je trouve ça incroyable. Hmm. Et puis, Vous- je disais qu'il y avait plus trop de paysages à ce moment-là dans les flats, que ça pouvait être démotivant. Par contre, la nature reste quand même magnifique. L'une des grosses motivations au quotidien, parce que parfois pagayer, c'est long, on est un peu plongé dans son esprit. Mais en fait, je passais mes journées les yeux rivés sur la berge, sur la forêt, pour espérer voir un ours, espérer voir un loup, espérer voir n'importe quel animal. Ce qui fait que c'est une espèce de chasse au trésor toute la journée pour essayer de dénicher tous les ouais. animaux qui sont autour. Et souvent, bah, il y a des magnifiques rencontres, notamment dans cette partie-là, dans les flats ou même avant et un peu par la suite, il y avait énormément d'élan. Dans cette période où on était dans les flats, là, c'était la période des naissances sur le fleuve. Tous les élans venaient sur les petits îlots un peu dans le fleuve pour mettre bas un peu à l'abri des prédateurs qui sont un peu plus dans les terres. Et du coup, tous les jours, on voyait plusieurs élans, plusieurs bébés, et c'était tout le temps des rencontres magnifiques qui te motivent à continuer d'avancer et qui rendent ton quotidien magnifique. Incroyable. Là, du coup, comme tu disais que les berges étaient complètement défoncées par la débâcle avec des arbres retournés, de la glace, etc. Vous campiez sur les îles au milieu du bras principal quand vous arriviez à rester dessus ou vous alliez à terre à chaque fois quand Ouais, même? tout à fait. On visait au maximum les îles pour différentes raisons. Déjà parce que les îles, la végétation est moins épaisse parce que ça arrive régulièrement qu'elles se fassent ensevelir par l'eau. Donc quand il y a des arbres, en général, ils sont petits ou il y en a assez peu, ce qui permet non seulement d'avoir une bonne visibilité pour s'assurer bah, qu'il n'y a pas un ours sur l'île ou que même si un ours débarque sur l'île, on arrive mieux à le voir. Donc niveau sécuritaire, c'était déjà mieux que sur les berges où la forêt était trop dense pour voir quelconque danger arriver, mais aussi parce que les îles sont très ventées, ce qui nous mettait un peu plus à l'abri des moustiques. Parce que ben, Ouais. ceux qui n'ont jamais été dans le Grand Nord l'ignorent, mais c'est pas au niveau de l'équateur où il y a le plus de moustiques, c'est au niveau du cercle arctique. À cette période-là, l'été, c'est un enfer de moustiques. C'est des millions et des millions de moustiques qui sont autour de toi en permanence. Et donc, on cherche les endroits où il y a le plus de vent possible pour essayer de se mettre un peu à l'abri d'eux. Ok. Vous étiez armé d'ailleurs? T'as évoqué les ours là plusieurs Non, fois. on n'a pas pris d'armes. Alors la plupart qui se lancent dans ce genre d'aventure prennent une arme. Moi, je préfère pas. J'étais uniquement équipé d'une bombe au poivre pour pouvoir repousser d'éventuelles Ouais. attaques d'ours. Personnellement, je ne suis ni chasseur ni militaire, donc même s'il était possible pour moi d'apprendre à tirer avec une arme à feu, j'estime savoir mieux utiliser une bombe au poivre qu'une arme que je risquerais plus de me tirer dans le pied qu'autre chose. Et je n'ai pas envie non plus de menacer ou de d'attenter à la vie d'un ours. Je préfère essayer de le repousser plutôt que de le blesser ou de le tuer. En plus de ça, une arme, ça pèse très lourd et ça complique beaucoup la logistique. Donc j'ai préféré utiliser seulement une bombe au poivre et pour ça, j'ai été traité de fou dans tous les villages que j'ai croisés.
Là-bas, se Ouais, déplacer sans armes, c'est vraiment considéré comme une folie. ouais, tu m'étonnes. Les bombes au poivre, s'il y en a qui connaissent pas, c'est un peu comme c'est une sorte de spray, mais dont le jet en fait part à, moi celle que j'avais au Canada, c'était 15 mètres, je crois. Et donc c'est un liquide rouge un peu poisseux qui brûle en fait. Et euh, et ça marche très très fort. Enfin, je l'ai jamais utilisé contre un ours, mais j'avais pour la petite parenthèse drôle, j'étais dans une coloc et le proprio de la coloc était un jeune à Montréal. S'était ramené avec je sais pas ce qu'il foutait avec une bombe anti-ours dans sa veste, et en enlevant sa veste en fait, elle était dégoupillée et il l'a activée dans l'appart. Et c'était l'horreur absolue quoi. On a mis 3 jours à ce qu'il n'y ait plus d'odeur. C'est assez violent quand même, hein, même si tu te prends pas un jet direct. Juste le nuage de gaz qui filtrait à travers la poche de sa veste, enfin c'était abominable quoi. Ouais, faut se dire que ça suffit a priori pour repousser un ours, donc c'est assez puissant. Mhm. Mais bon bref, voilà, ok, donc bombe au poivre. Ouais, je te demandais parce que par exemple Svalbard, Groenland, c'est obligatoire d'être armé. Et du coup, je me demandais si en Alaska, en plus, tu vois, territoire américain, territoire sauvage, si c'était aussi Ouais, tout à obligatoire. fait. Parce que t'as pas eu à prendre de permis ou quoi que ce soit pour Non, faire ça. non, là-bas, le port d'armes n'est pas obligatoire comme au Groenland ou quoi, puisque au Groenland ou au Svalbard, le risque, c'est les ours polaires. C'est un risque bien Ouais, au-dessus. C'est l'un des seuls animaux au monde qui considère l'homme comme une proie, en fait. Donc, d'où l'intérêt de se défendre. Là, sur la partie que j'ai parcourue en Alaska, même si sur certains endroits, notamment vers la côte, il peut y avoir des ours polaires de temps en temps, et c'est arrivé un tout petit peu avant que je débarque dans ces villages que des gens se fassent manger en fait par des ours polaires, c'est arrivé. C'est quand même assez rare, ce qui fait que ok. c'est pas obligé d'avoir une arme pour y aller, mais de toute manière tous les locaux sont armés, et enfin il n'y a pas de touristes là-bas, donc pas vraiment d'intérêt d'imposer un port d'armes pour s'y rendre. Personne n'y va en fait. Ouais, ok. Ok. Euh... Puis depuis qu'on a commencé là, j'ai la carte sous les yeux, je navigue à droite, à gauche, c'est hallucinant à quel point c'est vide en fait. Il y a rien, il y a pas de route, enfin, c'est incroyable. Ça, vous l'aviez cette sensation même en étant à deux tu vois, de vide absolu, de bout du monde total. Totalement. Et puis même quand on débarque dans un village, les villages sont si petits, c'est juste des petites cabanes en bois avec quelques natifs, qu'on n'a pas du tout l'impression d'arriver à la civilisation, quoi. Et quand ça arrive, le moment rare où il y a un avion qui passe dans le ciel, ça fait bizarre, quoi. Et on a l'impression de se retrouver dans un endroit différent tout à coup, qu'il y a la civilisation qui passe. On avait oublié que ça puisse exister, tu vois. Et il y a le seul moment de civilisation réellement qu'on a eu, à part quelques avions de temps en temps, c'est en plein milieu de l'expédition. En fait, ça coupe pile poil l'expédition en deux. C'est la grosse pipeline qui traverse tout l'État pour tous les États-Unis pour acheminer le pétrole. Cette grosse pipeline, elle coupe le Yukon en deux, donc elle le traverse. Donc à ce moment-là, il y a un pont Ok. avec un énorme tuyau qui achemine du pétrole et une route sur laquelle passent quelques camions de temps en temps. Et quand on arrive là, qu'on voit ce pont et qu'on passe en dessous, ça fait bizarre. Ça fait un mois que tu pagayes au milieu de rien, et là, il y a un pont, et tu vois un camion passer. Ça fait Ah, une impression très étrange. c'est la Dalton Highway, c'est Ouais, ça? c'est ça. C'est juste après, à la fin des flats Ouais, en fait, c'est ouais, tout ça? à fait. Ok, d'accord. Ok, ok. Ok. Waouh. Donc là, à ce stade, vous étiez encore deux. Mhm. Comment ça se passait du coup? Parce que vous étiez parti, donc vous connaissiez depuis longtemps. Au début du podcast, tu disais que ça t'est arrivé de te lancer dans des aventures avec des inconnus. Est-ce que là, c'était le cas, ou est-ce qu'il y avait une relation déjà préexistante, et surtout comment ça s'est passé humainement? Parce que j'imagine qu'avec tous les challenges que vous avez, auxquels vous deviez faire face au quotidien, enfin voilà, les conditions de confort assez sommaires finalement, j'imagine que ça joue aussi sur les relations. Ouais, tout à fait. Bah, c'était pas tout à fait un inconnu, presque, puisque je l'avais déjà emmené avec moi dans un autre projet quand je parlais d'aller observer des prédateurs, des ours, des loups
en Finlande, pardon, c'était avec lui. À ce moment-là, c'était un inconnu, c'était la première fois que je le voyais. Et donc, on s'était dit qu'on partait en Alaska ensemble. Donc, je le connaissais un petit peu, mais pas de très loin non plus. Et du coup, en effet, ben, partir en aventure avec quelqu'un qu'on connaît à peine, voire pas, c'est assez particulier. Mais comme on partage la même tente, qu'on est dans les mêmes galères chaque jour, des liens se créent très rapidement. En fait, ça rapproche, ça soude. Après, il se trouve que c'était peut-être pas forcément une bonne idée de partir sur ce genre d'aventure avec quelqu'un qu'on connaît peu, ce qui a pu poser quelques problèmes, quelques difficultés, et c'est un peu un regret sur cette expédition, c'est qu'on aurait peut-être dû apprendre à mieux se connaître auparavant. Et, et voilà. Parce que du coup, quand tu dis que ça a pu poser des problèmes, c'est quoi? C'est sur les objectifs de chacun ou le rythme, c'est quoi exactement humainement? Je trouve que c'est hyper intéressant, tu vois, c'est quand même rare des gens qui se lancent dans des expéditions comme la vôtre. Mhm. Donc je suis sûr qu'il y a plein de choses à apprendre sur la manière de faire ça avec, tu vois, en binôme, en équipe, peu importe. Ouais, c'est ça. Bah en fait, le problème c'est que c'est dans les difficultés où les personnalités elles se révèlent réellement. Et même Ouais. si au départ on se fixe le même objectif, descendre tout le fleuve, atteindre Monac, cet objectif il était commun, on était d'accord tous les deux sur cet objectif. Et ben en fait il se trouve qu'on n'avait pas les mêmes attentes derrière soi, pas les mêmes volontés. Moi personnellement c'était l'envie de vivre quelque chose, de vivre le moment présent qui m'intéressait, alors que c'était peut-être pas forcément le même objectif pour lui. Ce qui fait que quand des difficultés se présentent, moi je les accueillais différemment que lui, et c'est ce qui a, je pense, fait qu'on s'est séparés à un moment donné. Ok. Ce qui doit pas être évident parce que les options de sortie, enfin, je veux dire, ça va pas être évident quand ça se passe pas bien au point de dire, bon, tu vois, chacun part de son côté. Parce qu'en fait, t'as pas de porte de sortie, en fait. Une fois que t'es sur le Yukon, à des milliers de kilomètres, de toute civilisation, enfin, on va dire, en tout cas de grandes villes, tu peux pas te poser sur le côté et attendre le bus, Non, quoi. ça se fait pas si facilement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a des villages de différentes tailles. Certains sont trop petits, mais d'autres, généralement, les villages d'environ 200, 300 habitants ont une piste pour les avions. Donc, c'est une petite piste en terre, hein, et c'est clairement pas un vol international, c'est des tout petits avions. Mais dans l'un de ces villages, ça a été possible donc pour lui de prendre un petit avion qui l'emmenait ensuite vers une ville un peu plus importante pour ensuite prendre un vol international. Donc il y a eu une porte de Ok. sortie, mais qui imposait quand même d'aller jusqu'au village suivant. Et aller jusqu'au village suivant, ça fait tout de suite plusieurs jours de pagayage en plus. Ouais. Au moment où tu te retrouves seul, du coup, qu'est-ce que ça change pour toi dans cette aventure? Ça change à la fois beaucoup de choses et finalement assez peu. Parce que même si avant ça on était deux, bah comme tu l'avais dit un peu plus tôt, on n'est pas côte à côte tout le temps. Souvent on est un peu éloigné sur le fleuve, on pagaille, mais on discute finalement assez peu. Le fait qu'on soit deux personnalités différentes, en plus pas forcément deux personnes très extraverties et tout, ça fait qu'on parle pas non plus énormément. Donc donc il y avait déjà un peu un sentiment de solitude avant ça, et je suis quelqu'un d'assez solitaire. Donc me retrouver tout seul, c'était pas quelque chose qui m'a spécialement mis à mal. Ça fait un peu bizarre Mhm. un petit moment quand même. Notamment à terre en fait sur le fleuve la journée ça va, on sait ce qu'on fait, on avance, on pagaille tout ça. Le soir quand on monte le campement, qu'on monte la tente, qu'on se retrouve tout seul, qu'il y a un gros silence et que tu t'entends un ours qui rôde pas très loin, tout de suite tu te sens un peu moins serein d'être tout seul, tu vois. Donc les premières nuits notamment étaient un petit peu stressantes, et puis après on s'habitue, on s'acclimate, et ça lance un nouveau challenge, donc forcément une nouvelle motivation aussi. Le fait d'être seul, ça change un peu tout sur sa façon de voir l'environnement, de voir l'aventure que tu fais, et, et c'est une dimension très différente. C'est chouette de pouvoir partager des moments avec quelqu'un, c'est aussi chouette de pouvoir être seul à gérer ses propres galères, à prendre les choses en main et à savourer l'instant présent avec toi-même. C'est une façon totalement différente de voir la chose, qui est très bien aussi.
Ça a été quoi les rencontres du coup les plus marquantes, que ce soit côté faune ou côté humaine, on va dire? Les rencontres, je vais parler du côté faune avant tout, parce que c'est vraiment ce que je venais chercher. Ça a été assez incroyable. Enfin, je m'attendais à beaucoup de rencontres animalières et j'ai peut-être été un peu déçu sur les rencontres avec les ours. Je m'attendais à avoir énormément d'ours. J'en ai pas vu autant que ce que j'imaginais et autant que ce que les récits que j'avais pu lire qui remontaient à quelques décennies avant pouvaient raconter. La raison à ça, c'est que les saumons se font de plus en plus rares, malheureusement. Hein, la crise écologique qu'on connaît actuelle est une vraie difficulté là-bas. Il y a très peu de saumon aujourd'hui, quasiment plus, ce qui fait que forcément les ours ont plus franchement d'intérêt à venir au bord du fleuve puisqu'ils ont plus grand-chose à pêcher. Donc on voit bien moins d'ours. En plus de ça, c'était une année où le fleuve a été particulièrement haut, où il y a eu quand même des grosses crues, des grosses tempêtes, qui font que toutes les plages où les ours viennent normalement pêcher étaient sous l'eau. Donc les ours allaient plutôt davantage dans les terres chercher de la nourriture ailleurs. Donc il y a eu des belles rencontres avec des ours, des très belles, ou des moments assez magiques, parfois des rencontres assez proches, mais pas autant C'est vrai? que je l'imaginais. Assez proche, donc, c'est-à-dire où tu limite tu pouvais le regarder dans les yeux? Ouais, alors le premier ours rencontré, c'était un ours noir et il était juste sur le bord de la berge. En se laissant dériver, je suis arrivé assez proche de lui. Et effectivement, on s'est regardé dans les yeux avant où il m'a observé un petit moment avant de détaler. C'était assez magnifique. Les autres ours ont été plus craintifs. Dès qu'ils nous voyaient un petit peu arriver, ils avaient tendance à aller se cacher dans la forêt, à se barrer. Il y en a tout de même un vers la fin de l'expédition, lors des dernières semaines, où en fait il se trouvait sur la même île que moi, où j'avais monté mon campement. Peut-être qu'il avait passé la nuit avec moi et qu'on s'était pas capté tous les deux, bien heureusement. Mais au moment de repartir, lorsque je donnais mes premiers coups de paillet, ben je l'ai vu, une grosse masse sombre que j'avais d'abord pris pour un gros tronc d'arbre sur la berge, jusqu'à ce qu'il se dresse sur ses pattes. Là, j'ai compris que c'était pas un tronc d'arbre. Et il a passé un moment debout à me regarder et bah, je me sentais pas menacé puisque j'étais quand même sur le fleuve. En quelques coups de pagaie, je pouvais me barrer si jamais il décidait de charger. Mais c'était assez magnifique de le voir dresser sur ses pattes. Après, je me suis jamais senti spécialement menacé. J'ai évoqué tout à l'heure une nuit où il y a eu un ours qui a rôdé un petit peu près de ma tente où j'étais pas très serein. Là, ouais, j'ai eu un peu peur, même si j'ai pas été menacé personnellement. Si je dois raconter un petit peu l'histoire, j'étais dans ma tente, je commençais à essayer de m'endormir. J'avais un petit peu du mal parce que bah il fait grand jour à cette latitude et qu'en plus de ça, j'étais un chouïa stressé de commencer à me retrouver tout seul. Je crois que c'était la première nuit où je me retrouvais tout seul. Et j'entends des pas un peu lourds dans la forêt juste derrière moi. Et ce genre de pas, j'ai appris à les reconnaître avec le temps. J'ai appris à faire la différence entre des pas d'élan et les pas d'un ours à travers mes différentes aventures. Et là, j'ai compris que c'était pas un élan. Et j'entends des oiseaux qui commencent à paniquer, qui prennent leur envol, et notamment un canard, dont j'ai oublié le nom de l'espèce, peu importe, qui décolle, qui s'enfuit de la forêt en poussant des cris d'alerte pour prévenir tous les animaux des alentours, et qui se pose dans le fleuve derrière moi. Il pousse des cris d'alerte un moment, j'entends plus beaucoup de bruit, et d'un coup, j'entends un gros bruit dans les broussailles derrière moi, quelque chose qui charge, qui se précipite sur la berge, qui plonge dans l'eau, hein, des grosses éclaboussures, un cri de canard en détresse qui tente de s'enfuir, puis des cris de douleur, d'agonie d'un canard, et puis plus rien. J'ai entendu sa nuque craquer, Ouah. et ensuite un grand silence qui a duré des heures et des heures. Et au bout de peut-être 2 heures, j'ai entendu les corbeaux qui arrivaient et qui venaient chercher les restes. Après ça, je suis sorti de ma tente et j'ai trouvé une patte du canard à 2 mètres de ma tente. Donc je suis à peu près certain que c'était un ours. Moi, je suis resté bien caché dans ma tente, ma bombe au poivre entre les mains, prêt à agir si jamais il se retournait vers moi. Ça met dans une certaine ambiance directe pour la première nuit, quoi. Mais autrement, je me suis jamais senti menacé par les ours dans cette expédition. Et au-delà des ours, il y a eu des magnifiques rencontres animalières. Il y a eu plusieurs espèces de loups différents, des loups gris, loups arctiques, loups noirs. C'était assez rare de voir ça. Énormément de porcs épics. Les élans, j'en ai parlé plus tôt. J'ai arrêté de les compter rapidement mes rencontres. Il y en avait tous les jours, plusieurs tous les jours, parfois de très très proches, magnifiques à observer. Un élan, c'est colossal, c'est très impressionnant. Parfois des élans qui débarquaient au beau milieu du campement en se courant après. Énormément de rapaces, énormément de pigargues, beaucoup de castors, de loutres, incroyables. Et je pense que
plus belles rencontres, autant humaines qu'animales, tout confondu, ça a été avec des belugas. Les belugas, Des belugas, ouais, ok. j'espérais en rencontrer, parce que j'avais entendu dans les villages que parfois ils remontaient le fleuve. Alors j'espérais en voir parce que c'est un animal qui me semblait magnifique, que j'avais jamais vu de ma vie. Malgré tout, j'arrivais sur les derniers jours d'expédition en approchant de l'océan, et, et j'y croyais plus en fait à les voir. Et en fait, je venais juste d'atteindre l'océan. C'était le moment de la fin de l'expédition, quoi. J'atteins l'océan, il est midi. Je me mets sur la berge face au paysage qui n'existe plus, en fait, juste l'horizon de l'océan. Je commence à manger un petit peu mon saumon séché et je me décide à me plonger nu dans l'océan pour un bel acte symbolique de fin d'expédition, tu vois. Donc je me jette à l'eau et là, je me rends compte que je suis pas tout seul dans l'eau. Ça bouge autour. Et je vois une boule blanche qui sort de l'eau. C'était la tête d'un beluga. Et il me regarde droit dans les yeux. Je vois son œil noir au milieu de sa grosse tête blanche là qui me fixe. Alors, je reste pas longtemps dans l'eau avec eux parce que l'eau elle est glaciale, on tient pas longtemps là-dedans. Je remonte vite sur la berge, je me sèche en toute vitesse, je saute dans mon packraft et je retourne à l'eau. Et j'ai passé quelque chose comme 1 heure à pagayer au milieu des belugas, au milieu d'un groupe. Je sais pas exactement combien ils étaient, mais c'était juste fascinant quoi, de les voir nager juste en dessous de soi, de Wow. tourner autour, très curieux comme animal. Et je savais pas trop à quoi m'attendre parce que dans ma tête, un beluga, c'est un dauphin blanc, quoi, guère plus que ça. Sauf qu'en fait, c'est bien plus grand qu'un dauphin, bien plus impressionnant. Ça fait presque la taille d'un orque, ça fait 6 mètres de long, un beluga. Donc quand tu le vois qui frôle ton Ok. packraft juste en dessous de toi, et que tu te rappelles que dans le précédent village, t'as vu un mec avec un collier orné de dents de beluga autour du cou et que les dents, elles font la taille de ton doigt, tu te dis que enfin, je sais pas ce que ça mange, moi, un beluga, j'en ai jamais vu de ma vie, je connais pas leur comportement. Je suis peut-être pas forcément en sécurité, quoi, avec un truc de 6 mètres en dessous de moi. Et au final, il se trouve que ça mange uniquement des saumons et que c'est très, très, très calme, très gentil, un beluga, très, très amical. Et la rencontre a été dingue, mais c'était sublime de les voir. C'était magique dans ma tête à ce moment-là. Incroyable. Et niveau Du coup, humain, ma ouais. réponse elle commence à être longue, je crois, mais niveau humain, les rencontres elles ont été assez folles aussi, notamment sur la fin de l'expédition avec les peuples premiers. Autant j'ai mentionné tout à l'heure un ami que je me suis fait de la tribu Olikachou qui m'a beaucoup appris, avec qui j'ai partagé une journée à pêcher, à chasser, où il m'a appris à tirer au fusil, à pêcher le saumon, à le découper, à le conserver, qui m'a appris énormément de choses et avec qui je suis encore ami aujourd'hui et avec qui j'échange de temps en temps par voie postale. Une rencontre magnifique. Et surtout sur la fin, puisque j'ai vécu une bonne partie au sein d'un peuple Yupik, Anunnamikwa, qui fait partie de la Confédération Inuit, et parmi lesquels j'ai été totalement intégré, qui m'ont appris à pêcher au filet, qui m'ont appris à chasser le phoque à la lance, qui m'ont appris à reconnaître les plantes médicinales comestibles de la toundra, avec qui j'ai participé à toutes les cérémonies, tous les rites, c'était très riche en savoir, des gens incroyablement généreux qui m'ont couvert de présents, de cadeaux, d'artefacts en tout genre, alors que je ne demandais rien du tout, et qui ont tout fait pour m'aider, alors que je ne pouvais, moi, rien leur donner en retour. Et c'était des rencontres dingues, mais sur lesquelles on reviendra peut-être par la suite. Yes, bah, ça allait être mes prochaines questions. T'évoquais les belugas sur la fin de l'expédition. Donc là, t'étais à Emonac ou c'était encore plus Les loin? belugas, c'était après Monac. En fait, si Après je dois Emonac. raconter un petit peu ce qui s'est passé, c'est que donc l'objectif final, c'était Monac. Pourquoi Monac? Parce que c'est le dernier village à la fin du Yukon. En fait, il est pas directement au bord de l'océan, mais sur un petit bras qui mène à l'océan. L'océan est à 20 kilomètres de là. Et c'est un village, l'un des villages les plus gros du coin. En fait, il fait presque 800 habitants, je crois, entre 500 et 800 habitants. Et il y a un petit aéroport, un tout petit aéroport qui dessert Bethel, Bethel est une ville où ensuite on peut prendre un plus gros avion. Donc c'était le bon endroit pour mettre fin à l'expédition et d'où repartir. J'avais réservé mon vol depuis Emonac. Sauf qu'après avoir atteint Emonac, après avoir atteint l'océan, bah en fait, je pensais qu'après 2 mois d'expédition, j'aurais hâte de rentrer. Et en fait, bah j'avais pas envie. J'avais pas envie que l'aventure elle s'arrête là. Du coup, j'ai annulé le vol. Et puis, même si c'était la grosse tempête, ça faisait un mois que je me prenais une tempête et la tempête elle continuait, bah j'ai malgré tout décidé de repartir sur le fleuve, de continuer à pagayer via un autre bras, cette fois le bras principal du Yukon, pour rejoindre la côte et ensuite aller jusqu'à Nunamikwa. Et c'est justement un peu avant d'arriver à Nunamikwa
que j'ai croisé ces belugas. Ok. Alors, ah oui, ok, Nunamikwa. Ok, d'accord. Ah ouais, c'est bien plus bas. Ok, ok. D'accord. Et donc Nunamikwa, c'est là où il y avait... il y a quoi? Ok, donc ah oui, il y a un tout petit village. C'est vraiment tout petit. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, tu as évoqué la Confédération des Inuits, les peuples premiers, qui est-ce qui... Enfin, de qui on parle quand on évoque les peuples premiers et qu'est-ce que c'est que la Confédération des Inuits? Ouais. Alors, c'est tous les peuples qu'on. Alors, les peuples premiers, vulgairement, on les appelle généralement les Indiens. Là-bas, les Blancs, les peu d'Américains, le peu de colonies minières ou quoi dans lesquelles j'ai pu aller, les traitent de sauvages ou de peau rouge encore aujourd'hui. Tout ça, c'est des termes assez horribles. Mais même le terme d'Indien ou d'Amérindien qu'on utilise beaucoup en France, c'est des termes extrêmement racistes que je n'aime vraiment pas employer. C'est mieux de parler de Premières Nations ou de natifs. Donc c'est tout simplement les tribus qui restent encore aujourd'hui sur le fleuve, les tribus qui ont survécu à la colonisation. Et alors, si je devais un peu expliquer, il y a globalement deux peuples. Au sein des terres, sur la partie Canada et Alaska, au sein des terres du continent, on a le peuple Athabascan, qui est composé de très nombreuses tribus que j'ai rencontrées tout au long du fleuve et qui ont une langue et une culture qui se ressemblent globalement. Et le long de la côte ouest de l'Alaska, toute la partie nord et également est côté Canada et au Groenland, on a la Confédération Inuit, qui est donc un rassemblement de peuples, les Yupik, les Inupiaq, les Inuits à proprement parler, qui ont une culture qui se ressemble, qui est beaucoup plus proche entre eux, une langue qui se ressemble énormément, des coutumes qui se ressemblent énormément, et qui diffèrent un petit peu plus des peuples athabascans. Donc les Yupik que j'ai pu rencontrer, c'est ceux qu'on appelle vulgairement les Esquimaux, qui encore une fois est un Ok. terme colonial qui n'est franchement pas apprécié là-bas. Ok. Et donc là, en te dirigeant vers Nunam Ikwa, je vais y Mhm. arriver. L'objectif, c'était déjà de passer du temps avec eux ou tu avais simplement envie de continuer euh, à voguer sur le Yukon quelque temps? Il y a un peu des deux en fait. J'avais envie d'aller jusqu'à Nunamikwa parce que j'avais rencontré beaucoup de peuples premiers. Les rencontres avaient été incroyables, j'avais appris énormément, mais j'avais fait le triste constat que beaucoup du côté athabascan, énormément de culture a disparu. Beaucoup de gens ne parlent plus leur langue parce que les colons sont passés par là, ont fait tous les massacres qu'on peut connaître et la culture a Mhm. été beaucoup perdue. Quasiment tout le monde a été christianisé et ça a été un ravage assez monumental. Et, euh, et en fait, Nunamikwa, j'avais entendu, j'en avais un peu entendu parler dans les villages, comme quoi c'était vraiment un petit village très reculé, très peu christianisé, le seul village dans lequel il n'y a pas d'église, et du coup j'avais un peu envie d'aller rencontrer ces gens-là. Ces gens qui sont un peu perdus, qui ont peut-être mieux su conserver leur culture et qui ont su davantage survivre face au colonialisme. Donc j'avais envie de les rencontrer, et puis, j'avais envie aussi tout simplement de poursuivre l'aventure. J'avais pas envie qu'elle prenne fin à Monaco, j'avais envie qu'elle continue. Si j'avais pu aller plus loin après Nunamikwa, sans doute que je serais allé encore plus loin. Mais après Nunamikwa, franchement, il y avait rien. Je pouvais pas aller plus loin, ou alors il fallait que je traverse la mer de Bering, que je fasse 200 km de plus et que j'arrive en Russie. Mais ça commençait à être un peu plus loin et j'étais pas franchement équipé pour ça. En fait, j'avais pas la possibilité d'aller plus loin. J'étais allé le plus loin que je pouvais aller. Donc c'est pour ça que Ok. ça s'est arrêté ici. Et en plus de ça, j'ai appris une fois Nunamikwa, les habitants m'ont appris, mais Nunamikwa, ça signifie là où la toundra prend fin. Donc je pense que c'était un bel endroit pour s'arrêter aussi. Excellent. Excellent. Ouais, s'il y en a que l'histoire des peuples premiers intéresse, allez vous renseigner. T'évoquais les actions des colons et tout. Franchement, enfin, c'est juste. Moi, je sais que quand j'étais au Canada, il y avait de plus en plus de. Bon, ça commence à dater. C'est il y a plus d'une dizaine d'années, mais il y avait beaucoup de politiquement, il y avait beaucoup de discussions sur, tu vois, cet héritage de l'histoire du Canada, ce que les Canadiens euh, avait fait en fait à ces peuples premiers qui étaient enfin c'est vraiment c'est abominable hein, c'est genre destruction totale de leur culture, on leur enlevait leurs Ouais, enfants tout qu'on à fait. mettait dans des familles de colons, enfin c'est des trucs atroces hein. Interdiction de parler leur langue,
enfin, abominable. Mais bon, c'est un pan de l'histoire qu'on connaît assez peu et qui pourtant est pas si éloigné que ça de nous. Donc, allez Tout regarder, à fait. Malheureusement, on n'en parle pas assez. c'est intéressant. Le Ouais. Canada fait beaucoup d'efforts pour essayer de davantage mettre en avant cette culture autochtone et mettre en avant un peu ce qui a pu se passer et essayer de compenser le mal qui a été fait. Ça, c'est beaucoup moins fait côté États-Unis, hein. Niveau Alaska, au contraire, on a tendance à un peu nier ce Ouais. qui s'est passé, à cacher tout ça, et il y a beaucoup de sévices qui ont encore lieu. Des sévices qui sont moins physiques, les meurtres, les tortures, etc. Ça a pris fin, même si c'est pas si vieux que ça, hein. J'ai rencontré là-bas des gens qui ont connu les tortures. Il y a encore beaucoup de choses qui sont faites, hein. Tous les blancs, le peu de blancs qui vivent en Alaska traitent les autochtones de sauvages, de peau rouge. Il y a énormément de racisme, hein. Quand je suis arrivé à Ruby, c'est une petite colonie minière, l'un des seuls villages blancs dans lequel je suis arrivé, on m'a d'abord pris pour un Indien. Quand je suis débarqué, il y a des espèces de cow-boys qui sont arrivés vers moi avec des armes et qui m'ont un peu menacé. Ils étaient franchement menaçants, j'étais pas du tout à l'aise avec eux, et en fait ils m'ont pris pour des peaux rouges de leur propre terme. Et quand j'ai enlevé ma moustiquaire sur ma tête, qu'ils ont vu qu'ils étaient blancs, ils ont tout de suite changé de comportement en me disant que j'étais le bienvenu dans le village, mais que j'avais surtout pas intérêt à m'arrêter dans les autres villages parce que ailleurs c'est que des sauvages, ils sont pas comme nous, faut pas côtoyer ces gens-là, Ah ouais. etc. Et enfin, si j'avais réellement été natif, je sais pas trop qu'est-ce qui me serait arrivé dans ce village exactement, parce qu'ils ont tout de suite débarqué avec des armes, tu vois. Et, et j'ai rencontré dans des villages, à Nunamikwa par exemple, des gens où lors de certaines cérémonies, se sont un peu ouverts à moi en larmes en me parlant que en me disant que s'il n'y a pas d'anciens dans le village, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a de ça quelques dizaines d'années, ils ont tous été tués, il y a eu des grosses rafles, que ils ont connu, ils ont vu leurs parents mourir, que eux-mêmes ont été torturés, que à cette époque-là, quand je dis à cette époque-là, c'était il y a 10-15 ans, hein, pas plus, que beaucoup d'enfants ont été kidnappés dans les villages, qu'ils les ont jamais revus, qu'ils ont été emmenés dans des camps, violés, et comme tu l'as dit, qu'on a tout fait pour supprimer leur culture et tout ça, c'est très récent en fait. Donc ces peuples-là, ils souffrent encore énormément. Et aujourd'hui, la christianisation est totalement forcée en fait. J'ai vu des lavages de cerveau totalement attristants dans certains villages, mais je pense que je pourrais en parler des heures. Je savais pas que c'était aussi récent. Si tu dis que c'était il y a une quinzaine Ouais, d'années, c'est je savais très pas du tout que récent c'était. et c'est plus aussi violent qu'à cette époque-là de nos jours, mais ça a pas fini. Le colonialisme et la destruction de ces peuples-là a encore lieu malheureusement. Quelle Ouais. tristesse. Du coup, quand arrive enfin la fin de l'expédition, donc t'es parti. Quand tu disais 60 jours, c'était 60 jours uniquement la partie descente du Mhm. Yukon ou t'inclus aussi le séjour J'inclus Je savais pas la compris. semaine, un peu plus d'une semaine même où j'ai vécu parmi les Yupik, oui. Ok, ok. Parce que je pense que ça fait Qu'est-ce partie que. intégrante de l'expédition. C'était Ouais. aussi riche et même encore plus en apprentissage, en savoir, et puis c'était l'un des moments les plus importants de l'expédition, je pense. Donc j'inclus dedans. Excellent. Entre le Quentin qui a pris le départ de Whitehorse sur son Packraft tout neuf et le Quentin qui arrive j'allais arriver, Nunam Ikwa quasiment 2 mois plus tard, tu dirais qu'il y a eu quoi comme changement et comme apprentissage? Je pense que le Quentin qui arrive à Nunamikwa, il aurait pas reconnu le Quentin du départ et inversement, quoi. Déjà, physiquement, je suis arrivé avec une énorme barbe, un visage couvert de charbon, de crasse, de sang et de tout ce que tu veux, 7 kilos en moins, des côtes saillantes, un corps sanguinolent de tous les côtés et des vêtements tout déchirés et couverts de saleté. Je pense que je me serais pas reconnu. Et mentalement, je pense que ça m'a beaucoup fait évoluer, notamment côté humain, je pense. Si je venais dans cette aventure, c'était pour me plonger dans la nature. C'était pour cette nature magnifique, c'était pour les rencontres avec les animaux, c'était pour fuir l'humanité en fait, une humanité qui avait tendance à m'effrayer.
Et en fait, sur ce fleuve, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des humains, et ça a fait totalement évoluer ma façon de penser et mon approche de l'environnement qui m'entoure, de l'approche de ma propre espèce. Et j'ai toujours eu tendance à penser l'homme capable du pire, et c'est vrai, il est capable du pire, mais j'ai aussi appris qu'il était capable du meilleur, et désormais, j'ai beaucoup plus envie d'aller rencontrer les gens. Je pense que tout le monde a une histoire incroyable à raconter. Et j'ai envie de connaître l'histoire de tout le monde, et c'est l'une des principales choses qui a changé chez moi avec cette aventure. C'est cette envie de connaître l'humain, en fait. Et, et au-delà de ça, je pense que j'ai énormément gagné en confiance en moi avec cette aventure. Enfin, j'ai découvert des choses dont j'étais capable, dont j'aurais pas pensé, quoi. Et ça m'a encore plus confirmé ma soif d'aventure et mon envie de vivre tout un tas d'autres expés, quoi. Excellent. T'as des expés à venir d'ailleurs, en parlant de la suite? C'est peut-être un peu tôt pour dire quelle sera la prochaine expé. Oh, ce teasing. Il y en a des tas qui sont en réflexion. Il y en a notamment 2 sur lesquels je travaille activement. Ce que je peux dire, c'est que il y en aura une polaire qui va voir le jour, une expé polaire qui arrivera certainement d'ici 2 ans, pas avant, parce que ça nécessite énormément d'entraînement. Je m'en suis rendu compte. Et une logistique bien plus importante. Financièrement, ça me coûtait beaucoup plus cher aussi, donc il va falloir un peu plus de temps pour la préparer encore. Et puis certainement une expédition côté africain, a priori en Afrique de l'Ouest, que j'aurais aimé qu'elle voit le jour au printemps prochain, mais je pense que ça va être un petit peu reporté. Je suis un petit peu en discussion avec l'armée locale pour obtenir les droits, les accès, tout ça, ça prend du temps. Donc c'est un peu tôt pour dire exactement qu'est-ce que je vais faire et quand. Mais voilà, c'est un peu les prochains projets. Mais il y a des choses à venir, en tout cas. Ça c'est sûr. Excellent. Fabuleux. Bah écoute, un immense merci Quentin pour ce récit, c'était passionnant. Est-ce que t'as un mot de la fin pour conclure cet échange? Déjà, merci à toi de m'avoir reçu. C'était super de pouvoir discuter avec toi. Et puis, si je peux conclure sur un truc, c'est que cette aventure a été extraordinaire, mais que, je suis quelqu'un de tout à fait ordinaire, et que je pense que tout le monde peut vivre des trucs de fou aussi en se donnant la motivation, et que ce que j'ai réussi à faire en Alaska, c'est un rêve en fait que j'ai accompli. Et j'ai simplement envie de dire à tout le monde de croire en ses rêves et de se donner la motivation de les faire, parce que je pense qu'on en est tous capables, et que n'importe quelle personne ordinaire est capable d'accomplir des trucs extraordinaires, et qu'il n'y a pas d'impossible, quoi. Donc voilà, croyez en vos rêves, quoi. Fabuleux, c'est la philosophie du podcast, donc écoute, ça me va très bien de t'entendre dire ça. Merci beaucoup Quentin à nouveau. Très bonne préparation pour tes prochaines expéditions. Merci. Et puis hâte d'en avoir le récit. Merci d'avoir écouté cet échange avec Quentin jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à un maximum de personnes autour de vous. Parlez également du podcast, parlez des frappés. C'est une excellente manière de remercier tous ces invités exceptionnels qui viennent témoigner au micro du podcast. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir financièrement cette fois-ci les frappés, c'est possible via le site Tipeee, le lien est en description, tipeee.com/les-frappés. Chaque euro compte. Un immense merci à toutes celles et ceux qui ont déjà franchi le pas. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les frappés.